Bonjour tout le monde et bienvenue pour cet 8e jour de Proud and Loud. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un thème qui me plaît beaucoup parce que moi-même je l'ai vécu à multiples reprises et vous allez voir qu'on les vit tous, les syndromes de l'imposteur. Donc, si vous êtes connecté et que vous me voyez, que vous m'entendez pour la première fois, dites-le moi dans le chat que vous me découvrez avec cette vidéo. Je serai ravie de savoir que vous êtes nouveau dans mon monde. Et si vous me connaissez depuis longtemps, mettez-moi dans le chat ici que vous êtes connecté pour que je puisse vous dire bonjour. Coucou Célia, je suis contente de te voir. J'espère que tout va bien pour toi. Et donc aujourd'hui, 6 manières pour surmonter le syndrome de l'imposteur. Ok, la première chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui pour cette thématique, c'est que moi, mon objectif pour aujourd'hui, ça va être de vous permettre de voir le syndrome de l'imposteur autrement. Et donc, mon but n'est pas que vous n'ayez plus ce syndrome, donc je suis désolée. Ce n'est plus que vous ne l'ayez plus jamais, c'est que vous ayez la possibilité de l'accepter. D'accepter que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui va s'inviter dans votre vie de manière régulière. Et donc, du coup, en l'acceptant, on va pouvoir mieux le vivre. Donc, c'est ça ma promesse pour aujourd'hui. C'est ça que j'ai envie de vous partager. Encore une fois, mon petit disclaimer, je ne détiens absolument pas la vérité. Ce que je vous partage lors de ces lives, ce sont mes expériences en tant que coach, thérapeute, certifié depuis une dizaine d'années. J'ai accompagné plus de 300 personnes autour de ces sujets. Le sujet de la valorisation, c'est un sujet extrêmement vaste et qui est évidemment en lien avec le syndrome de l'imposteur. Okay? Donc, pour moi, vraiment, ça, c'est le but aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Et les syndromes de l'imposteur, de la même manière que les challenges dans la vie, ils vont toujours s'inviter chez nous. Et donc, l'idée, ça va être de comment pouvoir faire face et mieux le vivre. OK? Donc, à tous ceux qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus. Julie, Julien, bienvenue dans ces lives. Maintenant, on va droit au but sur ce sujet. La première de manière, ça va être de reconnaître ce syndrome et de pouvoir comprendre qu'est-ce qui le déclenche. Lors du live précédent, je vous ai déjà expliqué que une des clés majeures de notre croissance professionnelle personnelle, c'est d'être capable de écouter la narrative qu'on se raconte, d'écouter l'histoire qu'on se raconte pour pouvoir la transformer, pour pouvoir la compléter. L'idée, c'est pas de se raconter une histoire qui est fausse. L'idée, c'est de venir compléter nos perceptions incomplètes parce que dans toute expérience, il y a un côté positif comme un côté négatif, un côté de croissance comme un côté de challenge. Et l'idée, c'est vraiment intégrer cette dualité dans notre manière d'observer les mondes et nos expériences pour vivre beaucoup plus centré, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus heureux, tout simplement, parce qu'on aura cette compréhension. Donc, pour comprendre le syndrome de l'imposteur, ça va être intéressant de venir voir qu'il y a différents types qui ont été étudiés par la littérature. Donc, le docteur Valerie Jung, elle a identifié 5 types qui vont se relier à des autres comportements, mais je trouvais ça vraiment très intéressant de vous les partager pour que vous sachiez un peu une grille de lecture, que vous sachiez où vous positionnez. Peut-être vous êtes dans 2-3 catégories, comme c'est mon cas, et des fois, on va avoir une catégorie qui est plus prédominante. Donc, ça vous donne déjà de l'information pour pouvoir repérer à quel moment ce mécanisme se déclenche. Donc, il y a l'imposteur perfectionniste. Ça va être celui qui trouve que c'est jamais assez bien, que ça aurait pu être mieux. Donc, il a vraiment un jugement à niveau de la perfection, de l'exigence qu'on met. Et donc, il va ressentir de la frustration, il va ressentir de la peur de l'échec. Et ça va venir
lui pousser à avoir des comportements de procrastination parce que il va pas vouloir s'y mettre ou de proposer ou délivrer de la surqualité. Okay? Donc ça, c'est le premier type. Le deuxième type, c'est le super-héros ou la super-héroïne. Hein? Donc c'est la personne qui se dit « je dois tout faire ». Tout, dans tous les fronts, tout est au même niveau. Et donc, du coup, il y a beaucoup de stress, beaucoup de culpabilité au sein de cette typologie parce qu'on va avoir tendance à se charger beaucoup, à avoir trop de travail, à ne pas savoir dire non. Okay? Le troisième type qui peut exister, c'est celui qu'on peut appeler le génie inné. C'est-à-dire, c'est cette personne qui croit qu'elle doit tout savoir. J'aurais dû savoir en amont, hein, j'aurais dû avoir l'information, la capacité à faire face. Et donc, il y a énormément de honte et de culpabilité autour de ce profil parce qu'on n'y est vraiment pas à la hauteur et c'est quelque chose qu'on aurait déjà dû savoir. Donc ça arrive beaucoup dans des phrases type de « à mon âge, je devrais déjà savoir ça » ou par rapport à mon poste, je devrais savoir ça ou en fonction de « j'aurais dû savoir ça » et en fait, ça vient créer un comportement qui est de l'évitement du challenge, de l'évitement parce que on veut se préparer pour tout savoir. Or, ça n'existe pas et donc ça retarde notre croissance et notre accès à notre prochain niveau pro. Okay? Donc ça, essentiel de le savoir. Quatrième type, ça va être celui qui est un peu le débrouillard solo. C'est lui qui, dans son dialogue interne, il se dit « je dois le faire par moi-même, je dois me débrouiller toute seule. Demander de l'aide, c'est perdre la face. Demander de l'aide, c'est être faible. » Et donc, la construction de cette typologie vient amener un comportement de se renfermer, de ne pas partager ses difficultés aux autres. Et donc, ça crée des ressentiments aussi parce que on a l'impression que tous les autres, ils sont aidés, accompagnés ou c'est plus facile pour eux et que nous, on y est plus dans la difficulté. Et donc, ça va créer un mécanisme de vraiment rejeter toute l'aide et donc créer un travail beaucoup plus individualiste. Okay? Donc, ça, c'est aussi le quatrième type. Et le cinquième type qui existe selon le docteur Jung, ça va être les types experts. C'est la personne qui va déclencher le syndrome de l'imposteur parce qu'il va se dire « je ne sais pas assez ». Je ne sais pas assez, je ne sais pas encore suffisamment pour y accéder à cette poste, pour y accéder à ce projet, pour y accéder, pour y aller. Il faut que je sache davantage, que je me protège davantage, sinon on va me démasquer. Et ça vient évidemment avec de l'insécurité, notamment autour de la compétence qu'on a déjà. Ce qui crée évidemment donc un mécanisme de repousser les actions qui pourraient nous amener à notre next step. Donc, il est proche de celui du génie inné, mais le génie inné, pour lui, il devrait déjà le savoir. L'expert, c'est « je ne sais pas encore assez ». Donc, c'est une espèce de boulimie à la connaissance. Donc, si vous êtes connecté en direct, vous pouvez me dire dans lequel de ces 5 types vous reconnaissez le plus. Si vous vous connectez en replay, vous pouvez tout simplement me le dire en replay en mettant #replay que je sache. Donc, en mettant déjà ça en lumière, c'est hyper important pour moi de vous faire un rappel. Moi, j'accompagne des cadres supérieurs, des cadres dirigeants, des exécutifs, des entrepreneurs qui ont déjà des business qui fonctionnent. Et c'est syndrome de l'imposteur, il est plus de 50% de fois présent dans mes accompagnements. Donc, j'ai envie de dire, un client sur 2 me parle de ce syndrome de l'imposteur. Et c'est logique. Je veux dire pourquoi c'est logique de vivre le syndrome de l'imposteur. Je rattrape mes mots. Des fois, ma langue, il ne suit pas mon cerveau. C'est le problème des personnes qui pensent en arborescence et qui ont envie de trop donner d'informations. Donc, excusez-moi. Je vais respirer. Donc, pourquoi
une personne sur deux va avoir ces syndromes de l'imposteur. C'est tout simplement parce que le plus on avance dans notre carrière, le plus on a des responsabilités, le plus on est susceptible à vivre des enjeux, des situations, des problématiques qu'on n'a jamais vécues. Et donc, du coup, quand on n'a pas vécu quelque chose, on va être de manière obligatoire confronté à un syndrome de l'imposteur, petit ou grand, mais je ne l'ai jamais fait. Est-ce que la décision que je veux prendre, ça va être la bonne décision? Est-ce que ça va être juste? Donc, ce sont des situations qu'on n'a pas vécues auparavant. Donc, notre système, il ne peut pas s'accrocher à une situation identique. Et donc, il va devoir développer des mécanismes pour pouvoir prendre les décisions malgré le manque d'informations. OK? Et donc, dans quel type de cas, moi, dans le cas que je coach, c'est quand les gens, les managers, les directeurs me disent, mais il va falloir que je licencie des gens, on a besoin de mettre un plan de licenciement en place, et je n'ai jamais fait ça, et je n'aime pas ça, et donc du coup, je ne me sens pas légitime pour le faire. Qui suis-je pour venir dire aux gens, ça me fait peur de leur dire qu'ils ont perdu leur job. C'est pareil pour la gestion de conflits, quand on a deux personnes au sein d'une équipe, que ça dysfonctionne, et il est important de venir gérer ça. Des fois, on ne l'a jamais géré, donc on est les managers, les responsables, donc on se doit de les gérer, mais à l'intérieur de nous, on a des doutes. Donc, c'est tout à fait normal. Il y a aussi, quand on doit construire des alliances, le plus on monte, le plus le jeu politique est important, en interne et en externe. Donc, la co-construction des alliances, la collaboration, les jeux de pouvoir nécessitent aussi de passer par des expériences dont on n'a pas forcément vécu auparavant. Donc, ça peut créer ce syndrome de l'imposteur. Pareil pour les personnes qui sont dans des jobs de stratégie, ce sont des visionnaires, ils vont avoir besoin de proposer des nouvelles visions, des nouvelles idées, des nouvelles manières de faire. Et donc, ça va nous amener à une phase d'imposture. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, en réalité, on ne va jamais se défaire de syndrome de l'imposteur. Mais on peut mieux les vivre. Okay? Et pour mieux les vivre, c'est déjà d'avoir une phrase. Moi, je l'ai eue il y a une bonne 5-6 ans. Bon. Il y a 5-6 ans, j'ai eu cette phrase d'une de mes superviseurs qui m'a dit les vrais imposteurs ne se posent jamais la question. Donc, véritablement, les gens qui sont complètement incompétentes ou qui ne sont vraiment pas faites pour les postes, ils ne vont pas venir se poser cette question. Les vrais imposteurs, ils vivent leur vie comme si c'était eux les meilleurs. Okay? Donc, je sais que cette phrase, il va faire sourire plus d'1 parce qu'on a tous eu un collègue ou une collègue au un M+1, M+2, au qui se croyait le plus grand champion du monde, et on voyait bien qu'il n'était pas à la hauteur, il ne donnait pas forcément la mesure, mais pour lui, pour elle, il n'avait pas de problème. Okay? Donc, si vous vous posez des questions, c'est que probablement vous n'êtes pas un imposteur. C'est juste quelqu'un qui a une certaine conscience professionnelle, une certaine lucidité et qui veut être dans une amélioration continue. Donc, c'est peut-être vraiment une possibilité d'échanger ces regards que vous avez sur cette notion de l'imposteur. OK? Et donc, pour cela, ce qui va être intéressant, c'est même changer le mot qu'on utilise. Moi, je dis, les mots construisent les histoires et on devient nos histoires. On devient les histoires qu'on se raconte. Donc, quand on dit « je suis un imposteur », forcément, le mot, il est lourd, il est pesant, il a quelque chose de pas bien là-dedans. Et donc, on peut partir sur un mot qui est beaucoup plus positif, beaucoup plus s'engageant, beaucoup plus responsabilisant. Et moi, j'aime bien dire, au lieu de dire qu'on est des imposteurs, on est des apprentis. On est des apprentis. Il y a des endroits dans lesquels on est encore en apprentissage. Il y a des endroits dans lesquels on est en train de se développer. Il y a des endroits dans lesquels on n'a pas encore complètement appris comment faire, mais si on l'accepte, on va être beaucoup plus à l'aise
avec cette vérité-là. Donc, on n'a pas besoin de se survendre. Par contre, on peut basculer dans l'idée d'avoir ce que j'appelle un mindset de croissance. En la littérature, il est défini comme un growth mindset en anglais, qui est vraiment cette notion de se rappeler qu'on peut apprendre tout le long de sa vie et que c'est d'ailleurs un peu la nourriture de l'être humain. Si on n'apprend plus, on fane comme une fleur. Si on n'apprend plus, si on grandit plus, si on ne se développe pas, bah, on finit par s'ennuyer et par se contracter. Et donc, il est nécessaire, en fait, de venir à augmenter cette logique de si je ne sais pas, je peux l'apprendre. Par contre, là, il y a du possible. Et donc, je fais une parenthèse, c'est pas forcément par rapport au syndrome de l'imposteur, mais ça peut énormément jouer. C'est que, est-ce que j'ai envie de l'apprendre? Oui, parce qu'il y a des choses que je peux apprendre, mais qui me donnent zéro envie d'apprendre. Moi, par exemple, apprendre l'allemand, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie. Je sais que j'ai la capacité, mais j'aurais beaucoup plus d'imposture parce que mon système, mon envie va me dire, j'ai pas envie de l'apprendre. Quand j'ai appris l'italien, quand j'ai appris l'anglais, j'avais de l'appétence, j'avais de l'envie. Donc, c'est intéressant que vous vous focalisez aussi quand vous allez prendre un challenge, quand vous allez prendre un défi, de dire, est-ce que j'y vais par envie ou est-ce que j'y vais parce que c'est une obligation d'y aller? Parce que forcément, cette mindset de croissance, si c'est une obligation, il va être contraint. Vous allez être contraint à le faire. Et quand on est contraint à le faire, on y va à reculons. Quand on y est dans j'ai envie, ça va me faire grandir. J'ai envie de développer mon anglais, j'ai envie de développer mes compétences techniques en codage, j'ai envie de développer mes capacités en vente. J'ai envie de le faire. Ça me fait peur. Je ne sais pas encore. Et je ne sais pas si je vais réussir, mais j'ai envie. OK? Donc, ça, c'est essentiel pour que cette mindset de croissance se développe d'une manière un peu plus fluide. Donc, aller vers quelque chose qui vous inspire. Donc, je ferme ma parenthèse et je continue, OK? Et donc, du coup, dans cette mindset de croissance, on va venir valoriser le potentiel autant que la compétence. Quand vous arrivez à un poste de middle management, vous devez valoriser autant votre potentiel, voire plus votre potentiel, que votre compétences. Les compétences aujourd'hui, ils sont obsolètes. On a besoin de les renouveler. Les challenges d'il y a 5 ans ne sont absolument pas les mêmes challenges d'aujourd'hui. Il y a des fondamentaux qui vont continuer à exister dans le business, que vous soyez entrepreneur ou salarié, mais la compétence, il a besoin d'être renouvelée de plus en plus. Donc, votre valorisation doit passer par cette logique de dire, OK, je serai toujours un imposteur et de plus en plus souvent. Et donc, c'est de raccourcir ce temps dans lequel je me sens imposteur. C'est pas de vouloir l'enlever, c'est de réduire ce temps, réduire la tension émotionnelle qui se crée. Et ça, on le fait en acceptant cette notion de quand je vais à un entretien, peut-être je sais pas faire certaines choses, mais j'ai envie de les apprendre parce que j'ai déjà appris ça dans le passé, parce que je suis quelqu'un d'autonome, parce que je suis quelqu'un d'autodidacte, parce que j'ai déjà mis ça en place. Et donc, du coup, je veux valoriser ce potentiel. OK? Ça va me permettre de sortir du syndrome imposteur. Attention, et je mets un grand point d'attention, il y a vraiment une barrière à délimiter entre je suis dans ma zone de confort ici, puis j'arrive dans une zone de croissance qui est ici, et puis j'arrive à une zone de panique qui est ici. OK? Donc, notre job, c'est d'éviter de tomber dans la zone de panique. La zone de panique, c'est la zone dans laquelle on se survend, dans laquelle si on reprend mon exemple de l'allemand, moi, je dis, oui, bien sûr, je peux coacher quelqu'un en allemand. J'ai zéro compétence en allemand. Je sais juste dire Dankeschön et je ne suis même pas certaine que l'accent il soit bon. OK? Donc, je ne peux pas y aller là-dedans. C'est beaucoup trop dangereux, c'est même inconscient et irrationnel. OK? Par contre, il y a l'italien. L'italien, je l'ai appris à l'école. J'ai vécu un peu en Italie.
Donc, j'ai beaucoup plus de base. Je peux avoir de la conversation, mais je ne peux pas coacher en italien non plus. Donc, je pourrais avoir l'illusion que oui, je pourrais accompagner quelqu'un en italien, mais si c'est pour un coaching en septembre, jamais de la vie, je n'aurai le temps et ni l'énergie pour monter en compétence par rapport à ça. Donc, là aussi, je vais être dans une sorte de risque, une zone de panique parce que ça va me mettre beaucoup trop de pression. C'est trop rapide, ce qui est attendu pour être véritablement capable. Parce que si je ne peux pas parler la langue de mon client, on est d'accord que c'est une compétence clé au poste, clé à la mission. C'est comme si vous postulez pour un job ou vous faites une mobilité interne et que vous n'avez pas de compétences de codage ou très peu de compétences de codage. Ça va poser problème si vous devez développer un programme informatique. OK? Par contre, si moi, je prends mon exemple, on me dit, tu vas aller voir un client allemand, eux, ils préfèrent parler en allemand, mais ils sont bilingues en anglais. Moi, j'y vais parce que l'anglais, OK, j'ai pas un anglais parfait, mais mon anglais, j'ai bossé pendant 5 ans en anglais, j'ai étudié l'anglais, j'ai beaucoup de clients avec qui je continue à coacher en anglais. Donc, l'anglais, c'est pas si évident que quand je coach en français, je n'ai pas la finesse dans les mots, mais c'est 80% de compétences en anglais, je le sais. Donc, je vais y aller, ça ne va pas poser aucun problème, même si le client, il est allemand. Parce que la compétence corps, le noyau essentiel n'est pas l'allemand, c'est l'anglais. OK? Et donc, du coup, c'est hyper important quand vous calibrez, en fait, les missions, les pauses, les next steps, etc., de ne pas vous perdre dans je regarde les bullet points de ce qui est attendu et il y a 2 bullet points auxquels je ne réponds pas et je n'y vais pas. Tu n'y vas pas juste si ce sont des cœurs, de l'essentiel pur. S'ils demandent en technique, je ne sais pas, je prends un growth hacking et que tu n'as jamais fait de growth hacking, est-ce que tu as de l'appétence pour le growth hacking? Est-ce que tu as déjà étudié ça? Est-ce que tu l'as déjà mis en place? Est-ce que tu as quelques notions? OK, oui ou non, est-ce que tu as de l'appétence? Ben, si, j'ai beaucoup d'appétence, je me suis déjà formée, mais je n'ai pas encore expérimenté. Tu peux y aller. OK, donc tu auras un risque d'être un peu dans la zone de panique. Mais donc, c'est calibrer toujours, en fait, où on se situe. Donc, prendre des risques. Si vous ne prenez pas de risques, vous ne pourrez pas gagner en flexibilité par rapport à ce syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur est réduit à fur et à mesure que vous prenez des risques. Ah, j'ai essayé une fois, ça a marché. J'ai essayé une deuxième fois, ça a marché. J'ai essayé une troisième fois, ça a marché. J'ai essayé une quatrième fois, ça n'a pas marché. OK, mais j'ai 3 preuves contre une. OK, je peux continuer. Mais si j'essaie une seule fois et j'échoue, là, j'ai une boucle d'estime de moi qui est très faible. OK, donc tout ça, ça rentre dans le mindset de croissance. Moi, mon travail, il est vraiment basé sur le mindset et sur la partie émotionnelle, parce qu'il peut y avoir des émotions qui nous bloquent. Il y a toujours des phrases qui ressortent, toujours des pensées, des mécanismes de protection qui s'éveillent quand on y est là-dedans. Est-ce que je vais être à l'auteur? Qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Est-ce que je ne vais pas les décevoir? Est-ce que si je ne veux pas me décevoir, est-ce que ça ne va pas poser? OK, donc tout ça, c'est important de le travailler, mais c'est déjà de le faire monter en conscience. Et puis, de se dire que, bon, je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter, on est tous des imposteurs à un endroit. Quand vous êtes face à quelqu'un que vous admirez, vous avez l'impression qu'il n'est pas imposteur nulle part. Or, il est imposteur quelque part. Okay? On est tous imposteurs quelque part parce qu'on n'a pas tous développé toutes les compétences possibles et inimaginables du monde. Et donc, c'est aussi venir adoucir ces regards qu'on peut porter sur nous à travers la comparaison. On a d'ailleurs fait un live autour de la comparaison, donc vous pouvez vous référer à ça si ça vous intéresse. Mais c'est venir adoucir, en fait, l'autre, il vit aussi des moments de doute. L'autre aussi, il ne sait pas tout. L'autre aussi, il est un imposteur quelque part. Et donc, c'est accepter qu'on est tous en mode apprentissage, on est tous en mode croissance. Évidemment, quand
quand votre job, c'est d'être responsable commercial et ou directrice commerciale et que ça fait 3 ans que vous sentez imposteur dans votre job, il y a quelque chose à travailler à niveau émotionnel. Si ça fait 3 mois, c'est normal. Ça fait 6 mois, ça commence à peser. Ça fait 1 an, peut-être on peut commencer à dire, OK, qu'est-ce qui bloque? Et ça va être plutôt des programmations inconscientes qui vont être là, disponibles pour vous protéger. Donc, ces programmations-là, c'est important de venir les travailler. Et on les adoucit avec toutes les clés que je viens de vous partager. Puis, il y a aussi cette notion c'est un exercice que j'adore en coaching, que je vous donne et que je vous invite à vraiment faire, c'est le scénario de pire. Quel est le pire de pire de pire qui puisse arriver si j'accepte cette mobilité interne? Quel est le pire de pire de pire qui puisse arriver si j'accepte de bosser avec ces clients qui me donnent vachement envie, mais avec qui je n'ai jamais bossé? OK? Quel est le pire de pire de pire de pire? Et j'y vais vraiment, genre le pire de pire, c'est pas que les clients ne soient pas contents. Ça, c'est le début du pire. Et généralement, on s'arrête là. Et on ne peut pas que le client soit content. Donc, le pire, OK, le client n'est pas content. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il va arrêter le contrat. Et puis, il ne va plus jamais re-signer avec moi. Donc, ça, c'est le pire. Et puis, je vais donc, du coup, me raconter que je suis une sous-merde parce que je n'ai pas réussi cette... OK, et qu'est-ce qui est le pire de pire de pire de pire de tout ça? Et quand on y va vraiment, vraiment, vraiment au bout du truc, on se rend compte que, OK, ça va être désagréable, OK, ça va être pas super, mais je vais continuer à être vivant. Il n'y a pas de réel danger autre qu'un peu perdre la face. Et c'est la peur la plus grande de l'être humain, perdre la face. Mais c'est important, donc du coup, d'y aller jusqu'au bout pour dire, OK, comment je fais pour ne pas perdre la face? Parce que les clients, ils peuvent arrêter le contrat même si je fais un service de dingue, même si je suis excellent. Les clients, ils peuvent juste décider que, finalement, je n'ai pas le budget et je les coupe. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est tout à voir avec lui. Des fois, mon niveau, il ne va pas être à la hauteur et on s'est trompé en casting. OK. Mais si je ne l'expérimente pas, je vais souffrir de ne pas l'avoir expérimenté beaucoup plus que de l'avoir expérimenté. Ça, c'est vraiment un mécanisme qui nous concerne tous les êtres humains. C'est on a plus peur et d'avoir mal que la conséquence réelle une fois qu'on y est dans la situation. Une fois qu'on y est dans la situation, on se débrouille. Une fois qu'on est dans la situation, on trouve des solutions, on trouve des ressources insoupçonnées. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, on se réfère là, c'est 2020. Il y a le Covid qui vient d'arriver. Et moi, j'ai un programme qui s'appelle Get the Job qui voit une explosion énorme en termes de demande. Et là, je me dis, mais je ne peux pas accompagner plus de 12 personnes, des groupes de 12 personnes, parce que je n'ai pas la capacité de faire plus. Je suis toute seule pour ce programme-là. À cette époque-là, je n'avais pas d'équipe. Et du coup, je me dis, je vais juste prendre 12, et puis 12, et puis 12. Et puis, j'ai eu la grande idée de dire, je vais faire 2 groupes de 12. Donc, je me retrouvais à doubler les choses. C'était vraiment inconcevable. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, quand je vais dépasser les 24 personnes en simultané, donc j'avais 12 et 12, 12 et 11, quand je vais dépasser les 24, je ne vais pas pouvoir faire plus. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, quand je vais dépasser les jours où la 25e personne qui demande, ce jour-là, je vais l'accepter et je vais créer un plan. Et les plans-là, ça va être de recruter. Et quel type de personnes j'ai besoin à recruter pour ce type de mission? OK, j'ai besoin d'un recruteur expert dans mon équipe. Et j'ai besoin de quelqu'un qui m'assiste sur la partie opérationnelle parce que ce sont des choses dont je ne suis pas la meilleure. Je peux le faire, mais je ne suis pas la meilleure. OK, super. Donc, je vais avoir besoin de 2 personnes qui vont m'aider là-dessus. Et le jour où la 25e personne a sonné à la porte, je dis oui et j'avais déjà mon plan. Et j'avais déjà commencé à parler avec ces personnes-là qui ont rejoint mon équipe très rapidement. Et puis, on est monté jusqu'à 40 personnes en simultané sur ces programmes-là à cette époque-là. Et je n'aurais jamais pu le faire si je n'avais pas créé cette notion de, OK, quel est le pire de pire de pire s'il y a quelqu'un de extra qui sonne à la porte?
Le pire de pire, c'est qu'il va falloir que je restructure ma manière de fonctionner. Il va falloir que je lâche le contrôle. Il va falloir que j'accepte qu'il y ait des autres personnes qui rentrent dedans. Et c'est OK. Mais je n'ai pas créé toute cette anticipation en amont et recruté en amont de gens parce que la peur de recruter, elle était trop grande. Il a fallu que j'attende que je sois un peu contre le mur, que la situation se déroule pour pouvoir retrouver cette ressource, pour trouver ce plan d'action. Et donc, c'est ça aussi, cette notion de véritablement travailler les scénarios de pire permet d'adoucir et de voir que, OK, moi, ce que j'avais le plus peur, et c'est ça que j'ai le plus peur toujours de toute façon par rapport à mon business, c'est que les gens n'aient pas de résultats, que les gens n'y trouvent pas de la valeur dans ce que je leur propose. Et donc, c'était comment est-ce que je ne peux pas lier à ça? Comment est-ce que je veux trouver les meilleurs experts, les meilleures personnes qui vont pouvoir intervenir? Et en faisant ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il avait un effet multiplicateur de résultats qui était juste dingue. J'ai réintégré une troisième personne qui faisait toute la partie gestion émotionnelle, et puis j'ai intégré une experte qui faisait toute la partie LinkedIn, réseaux sociaux, et puis donc du coup ça constituait vraiment une équipe de dingue, mais il a fallu que j'aille dans cette notion de le pire de pire et que je l'expérimente et qu'à ce moment-là je trouve la solution, ok? Donc, je n'aurais pas pu le faire dans l'autre sens. Et donc, c'est ça aussi pour vous. C'est accepter que des fois, on va pouvoir anticiper, on va pouvoir imaginer. C'est bien, c'est super si on peut le faire. Et quand on n'arrive pas à le faire, c'est d'y aller au bout, dire, OK, le pire de pire de pire qui va se passer, c'est quoi? Et est-ce que je suis OK, capable de payer le prix que ça arrive? Je suis capable de payer le prix de recruter quelqu'un qui peut-être ne va pas être l'auteur, il va falloir que je le remplace. Oui, est-ce que je suis prête à payer le prix de OK? Et donc, c'est comme ça que négocier avec soi-même. Et donc, ce syndrome de l'imposteur commence à s'adoucir. Il est toujours pressant. Donc là, pour clôturer cette session aujourd'hui, j'ai envie de vous rappeler, ce syndrome de l'imposteur, il sera toujours pressant. S'il est pressant au tout démarrage d'une nouvelle compétence, d'une nouvelle expérience, d'une nouvelle aventure, c'est plutôt une bonne chose. Rappelez-vous de vos enfants, si vous en avez, ou des petits que vous avez vus, quand ils ont commencé à marcher, ils tombaient, et on ne se disait pas, oh, qu'est-ce que c'est un imposteur, il essaye de marcher, il ne sait pas marcher. On se disait, waouh, il est en train de se dépasser, waouh, il est en train d'apprendre, waouh, il est en train de mettre en place des choses. Et c'est la même logique. Si on se donne cette autorisation à faire des petites erreurs, à faire des bourdes, à ne pas connaître complètement notre speech, à ne pas être... Ça va évidemment venir nous challenger, ça va évidemment venir nous travailler, mais c'est aussi avec ça qu'on va développer la valeur et c'est là aussi on va se rendre compte où est-ce que je manque véritablement, où est-ce que je peux augmenter ma capacité, à augmenter mes connaissances, à augmenter mon estime de moi-même, ma confiance, mon leadership, ma communication. Mais si vous ne l'expérimentez pas, vous resterez toujours dans l'idée de... Okay? Un, c'est abstrait, c'est imaginaire, l'autre, c'est concret. Donc, prenez des risques, cassez-vous un peu la gueule, ne allez pas dans la zone de panique parce que ça risque de vous faire perdre vos moyens. Et puis, intégrer ces notions. On est tous des imposteurs à un moment donné. On est tous des apprentis. On ne va même plus parler de syndrome de l'imposteur. J'ai eu besoin de le mettre dans le titre parce que sinon, personne ne vient. Ah, comment surmonter le syndrome de l'apprenti? Ça parle à personne, ok? Mais on est des apprentis. Et donc, du coup, à chaque fois que vous échouez, vous pouvez vous dire, ok, je suis en train d'apprendre. Qu'est-ce que ça m'apprend? Quelle est la leçon? Comment est-ce que je peux m'améliorer là-dessus? Et donc, vous allez voir, vous rentrerez dans un mindset de croissance, mais dingue. Personne ne va pouvoir vous arrêter. Et pour cela, il faut commencer quelque part. Et le démarrage de toute aventure démarre en étant imposteur. Donc, avec ça, je vous souhaite une excellente journée. Mettez ces conseils rapidement en pratique. Si vous sentez que okay, les conseils sont là, que vous les connaissiez déjà et que vous n'arrivez pas à les faire, peut-être vous avez besoin d'un coup de pouce, peut-être vous avez besoin de le faire en collectif, peut-être vous avez besoin d'être accompagné là-dessus. Si c'est le cas, le programme Proud and Loud peut vraiment correspondre à vos besoins. Ces lives-là, ils ne sont pas pour que je pitch mon programme, mais c'est un programme qui va démarrer en septembre. Je vais avoir 2 promos, une promo pour entrepreneurs
et une promo pour cadre supérieur salarié. Et l'objectif, ça va de venir travailler pendant 8 semaines sur la partie proud, être fier de qui on est, de ses réalisations, de ses potentiels, de son histoire, pour pouvoir être loud, c'est-à-dire le marketer, le valoriser à l'extérieur, l'étude dans un objectif pro de croissance, d'accéder à votre next step. Donc, il va y avoir un gros travail de mindset, un gros travail d'émotion et un travail de comment faire, quelles sont les stratégies, les leviers qu'on a vus d'ailleurs tout le long de ces sessions-là pour le mettre en place. Généralement, les leviers, ils sont disponibles pour vous. Si vous n'arrivez pas à les intégrer, si vous n'arrivez pas à les mettre en place, il y a probablement quelque chose à travailler à niveau émotionnel ou à niveau de votre mindset, de la manière à laquelle vous avez construit vos pensées et vos programmes mentaux. Et donc, je me ferai un plaisir de vous accompagner à ces sujets. Si vous sentez que la partie collective vous intéresse, mais que ça ne rentre pas dans votre agenda, que c'est compliqué pour vous, vous pouvez aussi le faire en individuel. Et pour cela, il suffit de m'envoyer un message privé pour savoir si on est un bon match, parce que vous me choisissez de la même manière que moi, je vous choisis vous comme client pour nous assurer que ça fonctionne entre nous. En tout cas, c'était un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui en direct et je vous dis à demain pour la suite de ces lives. Demain, on va parler de syndrome de bon élève, de la bonne élève. Donc, soyez présents pour ces lives. À bientôt. Au revoir.